Voilà, vous entendez bien Hélène également? Oui, bonjour à tous. Super, bon, parfait. Merci Patrick. Je pense qu'on connaît Patrick. Voilà, il nous reste quelques instants. Alors, je vous invite tous à voter. Vous avez en bas de votre écran, et je vais peut-être le mettre d'ailleurs sur la partie centrale de l'écran, un sondage pour savoir quel type d'entreprise vous représentez aujourd'hui dans la salle. Est-ce que vous êtes plutôt des PME, des TPE, des plus grandes PME ou des grandes entreprises? Voilà, donc il semblerait qu'on ait beaucoup de TPE. Alors, des grosses PME. Voilà, il nous reste encore quelques minutes avant de démarrer, puisque c'est l'heure officielle est 11 heures. Voilà, la salle se remplit. Il reste quelques places au fond à gauche. Alors, ne soyez pas timide. Vous pouvez voter au centre de l'écran. Voilà, c'est en train de bouger un petit peu. Bon, j'aimerais bien que ça bouge comme des curseurs, des potentiomètres en musique, s'il vous plaît. Montrez votre dynamisme. Voilà, donc on a essentiellement des petites entreprises, enfin majoritairement pour les votants. Et c'est en train de s'équilibrer sur les PME et les grandes entreprises. Bonjour Frédéric. Voilà, alors vous voyez, le studio est ensoleillé. Le soleil est enfin de la partie. Donc pour tout vous dire, on a un petit peu chaud derrière les vitres là. On n'a pas mis la climatisation pour ne pas polluer le son. Et les fenêtres sont fermées pour nous préserver des tondeuses qui opèrent enfin à l'extérieur avec ces rayons de soleil. Bon, je crois que définitivement, on est avec des petites entreprises en majorité. Il nous reste encore quelques instants. Alors, Adeline de Webikeo est à nos côtés dans la salle pour nous assister. Vous avez le chat, bien évidemment, pour poser vos questions et je vous invite à nous les réserver pour la fin du webinaire, puisqu'on a une partie questions-réponses à la fin du webinaire. Adeline sera à la manip, s'il te plaît, Adeline, pour gérer les sondages, puisqu'il y aura 2 autres sondages au cours de ce webinaire. Merci Adeline. Bien sûr, je vais te laisser démarrer Adeline l'enregistrement lorsque nous allons atteindre, voilà, parfait. Il est 11 heures, on peut démarrer. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire sur la connaissance client et le data mining. À mes côtés, Hélène Ivanov, consultante experte en data mining et CEO de Complex Systems, notre partenaire entre autres sur ce sujet data mining. Alors Hélène, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, 1999. Voilà, et j'ai un grand plaisir à t'accueillir ici et à pouvoir partager ce webinaire avec toi sur cette connaissance client. Alors, au sommaire aujourd'hui,
Bien sûr, on va parler des 5 étapes dans lesquelles vous devez absolument passer pour pouvoir réussir cette connaissance client avec le data mining. La première étant bien sûr de poser le sujet, de poser la problématique. Ensuite, on abordera le sujet des données. On parlera de l'équipe projet excessivement importante, des moyens à mettre en œuvre et puis de l'automatisation, et je vous expliquerai pourquoi l'automatisation est importante. On vous montrera et on va illustrer nos propos avec des algorithmes, avec un outil également. Donc on a des diapos préparés pour ça. Et puis on passera à la fin à la session de questions-réponses. Alors, la business intelligence, 3 petits mots dessus parce qu'elle résume les étapes qui sont indispensables pour réussir ce data mining. La première étape, c'est de collecter, de nettoyer et de consolider effectivement l'information parce que cette information n'est pas toujours directement disponible, elle n'est pas forcément propre, elle n'est pas forcément immédiatement exploitable. Donc, ce premier aspect est important parce qu'on y reviendra brièvement tout à l'heure, mais on a besoin d'extraire l'information, de la transformer, de la charger, de faire de la data quality. Deuxièmement, on a besoin de stocker cette information, de la stocker sur certains formats dans des modèles de données. On parlera notamment de data mart, voire de référentiel client unique. On a besoin de distribuer, de partager cette information pour qu'elle soit utilisable et exploitable. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette exploitation, donc les tableaux de bord, les tableaux OLAP, mais surtout le data mining, donc cette fouille de données. Alors, qu'est-ce que le data mining ? Petite définition, donc ensemble de méthodes et techniques qui permettent la prise de décision au travers de la découverte. Et ça, c'est important, c'est de la découverte, bien sûr rapide et efficace autant que faire se peut, mais de schémas d'information qui sont aujourd'hui inconnus de nous, qui sont cachés à l'intérieur des données clients. Et cette découverte, Hélène, c'est un processus itératif. Largement itératif, oui, effectivement, puisque on apprend au fur et à mesure de... on va se lancer dans l'exploration des données et chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau, qu'on découvre quelque chose de nouveau, ça entraîne en général de nouvelles questions. Donc effectivement, oui, on est largement dans un processus itératif. Les réponses amènent de nouvelles questions. Oui. Voilà. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, le consommateur, il est volatile, il est versatile, il évolue très très vite. On est à l'heure, bien sûr, du digital, où tout bouge rapidement et donc il va falloir s'analyser, analyser, se poser un certain nombre de questions sur ses clients. Et pour ça, Hélène, on a, parmi les retours d'expérience des différentes missions qu'on peut mener, on a un certain nombre d'éléments. Oui, alors qu'est-ce qui va inciter en fait une entreprise à se lancer dans la connaissance client, un projet de connaissance client? Il y a plusieurs catégories d'objectifs en fait. Il y a des objectifs qui sont stratégiques. Par exemple, je veux réduire la pression marketing sur mes clients. Je veux passer d'un marketing de masse à un marketing personnalisé. Donc ça, c'est quand on démarre au départ. On peut aussi vouloir doser ses investissements en fonction de la valeur de ses clients. C'est assez légitime et c'est pas ce qu'on fait en premier, mais on y arrive. On y arrive aussi assez vite. Après, on peut vouloir développer le cross-selling, évidemment, parce qu'on a plusieurs gammes de produits. Voilà. On peut avoir des objectifs qui sont plus tactiques. Donc là, on est vraiment dans l'opérationnel. Par exemple, alors typiquement, c'est le ciblage des opérations commerciales. Alors, tout le monde cible plus ou moins ces opérations commerciales, mais il y a un moment où on a besoin de passer à quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Donc, le ciblage des opérations commerciales, c'est évidemment un des premiers objectifs qu'on va se poser en termes tactiques. Après, ça peut se décliner sur comment définir et quels inactifs relancer dans le cadre d'opérations de réactivation. Ça peut être aussi mettre en œuvre, construire une segmentation qui va permettre de piloter le plan marketing. Donc là, on n'est plus dans une opération, mais on est dans un plan. Donc ça permet de planifier. D'harmoniser, d'être beaucoup plus opérationnel en fait. Voilà. On peut aussi ensuite passer à la mise en œuvre de modèles ce qu'on appelle des modèles de recommandation pour aller recommander à chaque client de manière personnalisée les produits ou les familles de produits auxquels il est le plus appétent.
Alors, on peut avoir d'autres objectifs aussi, effectivement, comme l'enrichissement de sa base de données. Alors, enrichissement, c'est un terme très large qui peut dire beaucoup de choses. On peut enrichir, évidemment, en croisant sa base de données avec d'autres bases ou d'autres mégabases, mais on peut aussi enrichir une base avec des indicateurs prédictifs. Par exemple, dans le tourisme, est-ce que mes clients viennent pour des motifs de business ou des motifs de loisirs? C'est évidemment un indicateur très important pour pouvoir ensuite orienter la communication. On peut enrichir aussi évidemment sa base de données avec des indicateurs d'alerte, par exemple comme l'attrition. Et puis, on peut aussi avoir des objectifs plus larges de connaissance client, alors moins ciblés en fait en termes d'utilisation, mais comment définir un client inactif? C'est souvent une question qu'on nous pose. J'ai des clients, mais à partir de quel moment est-ce que je vais considérer qu'il est inactif? Ou ça peut être aussi comprendre en fait le comportement d'achat, la multidétention, la mixité d'achat entre différentes familles de produits ou entre différents gammes de produits lorsqu'on a des gammes de produits très larges. Alors pour ça, Hélène, il faut des données. Et ces données, elles sont de différentes natures en fait. On a des données à caractère sociodémographique, comme par exemple l'âge du capitaine, l'âge, le nombre de personnes dans le foyer, là, bien sûr les CSP, les catégories socio-professionnelles. En B2B, on va avoir l'activité, on va avoir le chiffre d'affaires, la taille salariale. On a des données transactionnelles, on va y revenir après, Hélène, mais ce sont des données excessivement importantes parce que ce sont des données de comportement d'achat, donc des données factuelles qui nous permettent de catégoriser, et là aussi on va y revenir, nos clients. Des données comportementales, alors soit vis-à-vis en usage de nos produits, soit vis-à-vis du comportement par rapport à l'entreprise. Est-ce qu'ils sont gros consommateurs du SAV? Est-ce qu'ils passent en magasin régulièrement? Est-ce qu'ils sont plutôt des acheteurs sur le net? Comment est-ce qu'ils utilisent nos produits? Aujourd'hui, en plus, on a les moyens de collecter de l'information rapidement avec des questionnaires. Même il y a des bornes aujourd'hui pour dire est-ce que vous êtes satisfait, oui, non, du passage en caisse ou ce genre de choses. On a des données de personnalité, de style de vie, d'attitude psychologique. Est-ce que j'achète une voiture premium pour me valoriser, par exemple? Donc ça, ce sont des données qu'on va pouvoir enrichir et collecter dans sa base de données. Des données de situation d'achat. Est-ce que le dimanche midi, il fait des repas en famille? Est-ce qu'il est en repas d'affaires dans la semaine, etc., par exemple? Et puis aussi des données exogènes que peut être, par exemple, aujourd'hui il fait beau, la météo, qui influence bien sûr la mode et un certain nombre de secteurs d'activité. Alors, les données, il faut toujours se poser un certain nombre de questions dessus. Ont-elles un sens? Ont-elles une valeur? Et ça, c'est important parce que lorsqu'on va constituer ce modèle de données, est-ce que je vais intégrer de l'information qui n'aurait pas de sens ou une moindre valeur dans ma base de données? Et parfois même, on sera obligé de faire du data mining pour construire ces bases de données en amont pour dire, tiens, voilà, cette information est pertinente ou pas. Normaliser l'information parce que si cette information arrive d'une certaine façon, on a trouvé dans les bases de données jusqu'à 25 modèles de structure de dates différents. Donc bien sûr, ça pose des problèmes d'agrégation, ça pose des problèmes de traitement derrière. Des aspects de complétude, parce que si l'information est renseignée à 10%, est-ce que je vais vraiment pouvoir m'en servir d'un point de vue statistique dans mes études? Un problème de fiabilité et de mise à jour, parce que l'information est à date de péremption, donc il va falloir suivre cette information, la mettre à jour. Des problèmes de redondance également, parce que si je ne suis pas capable de bien identifier mes clients et que je les considère une fois comme clients, une fois comme prospects, mes statistiques en seront faussées, enfin ma connaissance client en sera vraiment faussée. La disponibilité. Est-ce que j'ai accès à cette information? Et on verra que ça a souvent été par le passé, ça peut le rester encore aujourd'hui, une difficulté pour le data miner, pour le marketeur d'accéder à cette information pour pouvoir mener ses études. Et puis bien sûr un volume de données qui peut être pris en compte. Alors les données transactionnelles, Hélène, c'est vraiment aujourd'hui... les données transactionnelles, ce sont celles qui sont le plus facilement accessibles, justement, puisque a priori toute entreprise a des données transactionnelles sur ses clients.
Alors c'est vrai que dans le cadre, aujourd'hui on entend beaucoup parler de data, de big data, et on peut être tenté de passer beaucoup de temps à aller collecter des données, voir quelles sont les données qu'on peut utiliser, et passer du temps à les intégrer dans une base de données ou dans des bases de données. Les données transactionnelles sont quand même les données qui sont le plus facilement accessibles et qui sont porteuses d'énormément d'informations. Elles révèlent le comportement d'achat avéré, elles révèlent la relation à la marque, donc la fidélité ou un comportement plus occasionnel. Et évidemment, dans une donnée transactionnelle, on a énormément d'informations sur les habitudes d'achat. Quel est le montant? Est-ce qu'il y a de l'élasticité sur le montant ou est-ce qu'on se contente toujours d'un même montant? Quel est le montant du panier? Les gammes de produits qui sont achetés, est-ce qu'on est monogame, multigame, les jours et les heures d'achat, puisque là aussi on va pouvoir, est-ce qu'on achète que le week-end, que la semaine, que certaines heures dans la semaine, donc ça révèle un comportement vis-à-vis de la marque qui est très riche en fait, et qui est malheureusement encore sous-estimé dans pas mal d'entreprises. Donc voilà, donc quand on commence en termes de connaissances clients, c'est vrai que la première source de données analysée, ce sont les données transactionnelles. Alors, justement, par rapport à ça, on a un autre sondage. Et, si on peut voir le deuxième sondage, je vais le mettre ici. Voilà. Vous êtes décisionnel. Voilà. Je vais vous inviter pour vous positionner sur ce... parce qu'on a parlé effectivement des données d'achat. Ah, moi, j'ai le sondage qui a disparu. Voilà, le voilà à nouveau. Alors, je vous remercie de voter. Vous avez vous pouvez faire du multiple réponse ici. Donc, quelles sont aujourd'hui les utilisations du décisionnel dans votre entreprise? Voilà. Donc, le reporting, les segmentations. Alors, la LTV, c'est la lifetime value, donc la valeur du client. Vous voyez que c'est aujourd'hui une des 9%. Voilà, ça monte un petit peu plus. Score prédictif de comportement, analyse de panier, moteur de recommandation. Donc un certain nombre de gens font du data mart puisque je suis à 37%. Donc le reporting, effectivement, le tableau de bord à 71%, mais ça veut dire quand même qu'il y a 29% aujourd'hui des gens dans la salle qui n'ont pas suffisamment de reporting ou de tableau de bord pour nous le signifier ici. Alors les segmentations de typologie, on voit un score honorable. Oui, c'est fréquemment mis en œuvre, oui, effectivement. Voilà. Bon, la lifetime value, effectivement, ça l'est un peu moins, le score prédictif de comportement, les analyses de panier, les moteurs de recommandation. Alors tout le monde n'est pas forcément concerné par l'analyse de panier parce qu'il faut avoir une certaine gamme, une certaine amplitude, je dirais, de gamme. Voilà, mais le data marketing, puisque c'est notre sujet suivant. Alors merci pour vos votes. On va pouvoir ranger pour l'instant ce sondage. Merci. Voilà, on va le remettre ici. Voilà. Alors, toutes ces données transactionnelles, bien sûr, on va les retrouver dans un modèle de données et un data mart. Donc, on a vu qu'il y avait 34% aujourd'hui des gens qui, dans la salle, avaient déjà ce data mart qui va permettre de consolider, d'exploiter l'information et notamment en partie de préparer des agrégats parce que lorsqu'on parle de récence, fréquence, montant, le RFM, l'information n'est pas directement disponible, Hélène, il faut la préparer. Et des dictionnaires de données. Donc ça, c'est une partie importante dans les étapes pour réaliser du data mining parce qu'on a besoin que les données soient accessibles, qu'elles soient prêtes, qu'elles soient restructurées, qu'elles soient normalisées, qu'elles soient de qualité, qu'elles soient fiabilisées et qu'elles soient rangées de façon opérationnelle pour que justement les data miners, les data scientists, les hommes de l'art, du marketing puissent y accéder facilement, non seulement pour des côtés opérationnels dans la gestion de campagne, mais en amont du coup pour cette analyse qui va permettre d'optimiser cette gestion de campagne. Alors, vous voyez ici
aussi, on a souvent une vision silo dans l'entreprise de par la multiplication des systèmes d'information. On a mis un certain nombre d'applications et pour désiloter finalement, pour avoir une vision 360 degrés du client, il va falloir passer par ces mécanismes de qualité de données, d'enrichissement de données, de transformation de la donnée et souvent on aboutit à un référentiel client unique et un data mart qui est un sous-ensemble très spécialisé. On peut avoir des data marts de marketing, des data marts financiers, mais qui vont nous permettre d'accéder donc directement à cette information. Troisième point important, Hélène, c'est l'équipe. Oui, alors, quand on démarre un projet de connaissance client, on a rarement sous la main un data miner ou encore moins, je veux dire, une équipe de data miner. Alors, heureusement, aujourd'hui, on peut se lancer dans un tel projet sans avoir besoin d'experts en data mining, parce qu'il y a des outils, en tout cas, quelques outils qui commencent à émerger et qui permettent de mettre en œuvre ce genre de projet. L'important, effectivement, c'est de constituer une équipe pluridisciplinaire qui donc est composée idéalement d'un analyste, c'est-à-dire en fait de quelqu'un qui n'a pas peur des chiffres, qui est capable d'aller regarder ce qui se passe dans une base de données, donc disons un profil un peu plus technique, et évidemment aussi un profil métier, donc un marketeur, quelqu'un qui est capable de définir des besoins, de poser les bonnes questions et de comprendre en fait les résultats. Et à eux deux, en fait, ça permet de constituer un binôme, ou en tout cas une équipe binaire, qui va pouvoir à la fois poser les bonnes questions, comprendre les résultats, sortir des éléments et cheminer petit à petit dans ce projet de connaissance client. Alors cette équipe, elle est importante et dans les moyens, je dirais que l'un des aspects essentiels, et entre autres on peut proposer aujourd'hui, c'est d'accompagner avec un minimum de conseils au départ, un minimum de conseils pour d'une part constituer des prestations avant de déléguer cette autonomie, c'est-à-dire d'accompagner les profils métiers qui sont à la fois les demandeurs et qui vont être les utilisateurs ensuite de toutes ces études de data mining, donc de les accompagner par ces prestations, des prestations qui vont conduire, parce qu'on va faire formation-action au travers de la délégation, entre autres, et on le verra tout à l'heure avec un logiciel en particulier. Donc de déléguer cette autonomie, mais de rentrer pas à pas, petit à petit, étape après étape, donc de démarrer de façon souple et pertinente. Ensuite, on peut avoir trois types de catégories d'outils et de logiciels. Et là, Hélène, toi, tu connais bien le marché. Alors, effectivement, on ne peut pas faire de data mining sans avoir des outils dédiés. Alors, il y a énormément d'outils de data mining qui existent sur le marché. Il y en a vraiment des centaines, je crois. On peut les ranger dans trois grandes catégories. D'une part, les outils traditionnels, donc c'est vraiment les outils historiques. On pense évidemment à SAS ou encore à SPSS. Donc ça, ce sont des outils qui existent depuis très très longtemps, qui sont plutôt utilisés par des data miners d'ailleurs, essentiellement d'ailleurs. Deuxième catégorie, on a la catégorie des outils open source. Alors les outils open source, ils présentent l'avantage ils se présentent en fait comme des bibliothèques d'algorithmes. Donc ils sont très complets, c'est vraiment leur avantage avec tous les algorithmes possibles. Évidemment, la difficulté ensuite, c'est de les utiliser, c'est-à-dire d'aller, et ça c'est pas évidemment pas à la portée de tous, d'aller choisir les algorithmes statistiques ou data mining, de les paramétrer, de les mettre en œuvre. Et puis donc troisième catégorie d'outils qui existent aujourd'hui, les langages en fait de programmation comme R par exemple ou Python. Donc là évidemment c'est du code, il faut coder. Et là encore bien sûr c'est pas encore à la portée de tous. Voilà. Heureusement il n'y a pas que, il y a d'autres outils, on en verra un exemple tout à l'heure. Alors, data scientist, on a mis le mot ici parce que le data scientist, on peut préciser cette notion un tout petit peu, Hélène, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup, on connaissait historiquement la notion de data miner, qui est la personne vraiment experte en statistique, Oui. Qui a vraiment cette culture statistique. Le data scientist, lui. Alors déjà aujourd'hui, la majorité des data miners se renomment en data scientist, donc parce que c'est quand même une tendance lourde de notre époque, la data science. Par rapport au data miner, le data scientist a plus une vision informatique
je pense. Il a aussi cette mission d'aller chercher les données, de les collecter et de les mettre dans ce qu'on appelle aujourd'hui des data lakes. Donc il a une dimension informatique et base de données en fait plus vaste, je pense, qu'un data miner, qui va être davantage dans l'exploration des données. Alors évidemment, un data miner doit aller chercher et collecter des données, bien sûr. Ça fait partie de son métier aussi. Cette notion, elle arrive aussi avec l'aspect big data, dans lequel on a aujourd'hui de la donnée qui est bien sûr structurée, mais de la donnée aussi qui est moins structurée, donc, et un volume d'informations excessivement important. Voilà. Donc c'est des nouvelles notions avec de nouveaux outils. Et ici, bien sûr, notamment pour les TPE ou les petites PME qui sont dans la salle, on ne va pas rentrer dans ces aspects de big data parce que, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, l'aspect données transactionnelles est sous-exploité encore aujourd'hui, mais parce qu'il y a le big data, on parle de plus en plus de data science. Et finalement, commençons simple et commençons par le commencement, par le b.a.-ba qui est travaillons sur les données transactionnelles qui, elles, aujourd'hui, sont immédiatement disponibles dans l'entreprise puisque tout le monde a des ERP, tout le monde a ses outils et des CRM aujourd'hui, donc pour traquer, entre guillemets, le client et avoir cette connaissance client au travers de son comportement d'achat. Alors, quels sont les critères qu'on va retenir pour ces différents outils? Bien sûr, c'est la capacité d'intégration. On vient de distinguer ici les compétences de data scientist, de data miner, de statisticien ou de marketeur. Effectivement, en fonction de cette présence, de cette compétence en interne d'entreprise, eh bien, on aura un choix d'un outil ou de l'autre. On parle aujourd'hui de text mining. Alors, text mining parce que text mining, on en parle pour analyser le verbatim et de la donnée déstructurée dont on parle aujourd'hui pour le big data, mais encore une fois, je reviens sur ce que je disais à l'instant sur le b.a.-ba et donc sur la priorité des priorités qui est plutôt, dans un premier temps, les aspects transactionnels. Bien sûr, la simplicité d'utilisation et des aspects budgétaires qu'on ne peut pas écarter. Alors pour ça, on a une réponse ici, Hélène, c'est un logiciel qui s'appelle Nullbox. Oui, alors on présentera Nullbox. Alors Nullbox est une solution qui est éditée par Complex Systems et qui présente l'avantage, qui est très différente en fait de toutes les solutions dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est déjà dédiée au marketing, aux problématiques marketing, qui est une solution qui est née de notre expertise, parce que ça fait 20 ans que nous travaillons, que nous faisons du data mining pour le marketing, et qui est très structurée, en fait une solution dans laquelle on a injecté toute notre expertise data mining pour le marketing, et qui de fait est alors évidemment une solution pour des data miners, parce que c'est notre outil de travail, mais qui est une solution qui permet à des marketeurs et à des profils métiers, en tout cas, de pouvoir démarrer avec du data mining parce qu'elle est, on verra tout à l'heure, très structurée et très simple à utiliser. Merci Hélène. Alors, cinquième étape, c'est une étape que je considère importante parce que c'est l'automatisation. Alors, au-delà du côté gain de productivité, c'est l'important est ici de garantir l'accès aux données parce qu'on a souvent constaté dans les différentes missions qu'on a pu mener que l'accès aux données n'était pas garanti pour les marketeurs. Et donc, cet accès aux données, je parlais tout à l'heure de référentiel client en ligne, je parlais de data mart. À partir du moment où je vais rentrer dans une logique d'automatisation, c'est un gage d'utilisation récurrente et itérative. Et ça, c'est important. On a parlé d'itération tout à l'heure. Hein. Le data mining, c'est une découverte et c'est une découverte qui amène des réponses, mais ces réponses amènent d'autres questions et ainsi de suite. Donc, à partir du moment où je vais automatiser, je vais être en amont dans une formalisation qui sera optimisée et je vais garantir la bonne utilisation par mes marketeurs et de ce fait, je vais rentrer dans ce cercle vertueux qui va me permettre de mieux cibler, de mieux répondre et donc d'avoir davantage d'informations à récolter et avec cette nouvelle masse d'informations, encore une fois, de progresser dans ma découverte. Donc l'automatisation, c'est vraiment rentrer dans cette répétition, de rentrer dans cette utilisation facilitée. Et parce qu'elle est facilitée, j'ai un bénéfice consommateur et parce que mon consommateur il l'utilise, je bénéficie davantage d'informations et j'enrichis donc mes données. Donc je vais aussi être amené à revoir bien sûr ce modèle de données, mais au moins j'utilise en complément.
Non, je vois qu'il y a une question sur les fonctionnalités de Notebox, mais je propose qu'on réponde aux questions après. On va répondre et puis on va, au travers de ces différentes grandes classes d'analyse qu'on va détailler ensuite, on va apporter cette réponse. Alors, 2 grandes classes d'analyse aujourd'hui, Hélène, dans le data mining. Alors, traditionnellement, on sépare les problématiques en 2 grandes classes. Effectivement, tout ce qui est exploratoire, donc découverte d'informations pour faire surgir de l'information. Alors, ça englobe à la fois tout ce qu'on peut mettre sous le terme statistique, qui est évidemment très large, tout ce qui est profil client, donc on verra des exemples tout à l'heure, les typologies. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une typologie client? Parce qu'il y a souvent beaucoup de confusion entre typologie et segmentation. En fait, une typologie, c'est une analyse en fait non supervisée qui vise en fait à identifier, sans a priori en tout cas, les principaux groupes qui composent une clientèle, enfin en termes marketing, donc des groupes qui sont bien homogènes et bien différenciés selon les comportements qu'on observe. Donc une typologie, c'est vraiment une petite découverte qui est souvent, d'ailleurs, une des premières analyses qu'on met en œuvre lorsqu'on n'a aucune idée de la composition de sa clientèle et de son comportement. Et les segmentations sont un peu entre le prédictif et l'exploratoire, parce qu'il y a donc la deuxième grande catégorie, c'est tout ce qui est analyse prédictive. Alors, dans les segmentations, il y a plein de segmentations différentes en fait. Ça peut être aussi bien des segmentations descriptives telles que des segmentations RFM, donc récence, fréquence, montant, qui sont très classiques, mais on a évidemment des segmentations prédictives qui peuvent être prédictives de n'importe quel type de comportement, comme des comportements comme de la lifetime value par exemple, qui sont évidemment très importantes lorsqu'on veut optimiser ses investissements. On a tout ce qui est modèle de recommandation, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, et on a tout ce qui concerne les modèles de score, les modèles de prévision. Donc là, ça va être des modèles de score pour du ciblage, des modèles d'appétence, des modèles d'attrition, de prévision d'attrition, etc. On va revenir dessus puisqu'on va les préciser ici, et notamment on va commencer par du profiling. Alors c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça va être une lecture relativement rapide, et puis j'aime bien les petits indicateurs rouges et verts. Oui, alors on va illustrer, alors ce qu'on voulait c'est illustrer les différents exemples dont on a parlé par des exemples qui sont tirés effectivement de Nullbox. Donc pour simplement terminer ce que je disais tout à l'heure, Nullbox n'est pas organisé en algorithme, bien qu'évidemment en sous-jacent on a plein de modèles d'algorithmes différents, mais en type d'analyse. Et un des types d'analyse, c'est effectivement le profiling. Alors le profiling, en fait, c'est la description d'une population, ici qui est répartie, c'est pas très visible à l'écran, mais en plusieurs catégories de type petit, moyen, gros, ce qu'on appelle une typologie PMG. Et puis, on a ici effectivement des jauges qui permettent d'apprécier, en l'occurrence, qui sont les gros clients. Alors, le gros intérêt du profiling en fait dans Nullbox, c'est qu'il délivre en fait des informations qui sont dans lesquelles des tests de significativité statistique sont déjà inclus. Donc d'où les jauges rouges et verts ou les chiffres rouges et verts qui traduisent des différences significatives par rapport à la moyenne. Donc quand la jauge est verte et importante, c'est que c'est pertinent comme critère pour expliquer... en positif. Voilà, en positif, voilà. Quand c'est rouge et très grand aussi, quand la jauge est très importante mais en rouge, c'est que c'est aussi un critère très discriminant, mais corrélé négativement en fait à ce qu'on observe. Alors, grâce à cette profiling, on pourrait, donc là on est sur du PNG, mais sur d'autres types de typologies, ça pourrait nous aider à décrire en fait nos groupes. Ah oui, c'est vraiment un outil très générique qu'on utilise beaucoup dans Nullbox et que nos clients utilisent beaucoup aussi. Par exemple, lorsqu'on cherche à comprendre qui a répondu à un mailing, eh bien on va comparer les répondants, les non-répondants, et on aura directement en fait en rouge ou vert les critères qui expliquent en fait le taux de retour, mais ça peut être utilisé pour comparer par exemple des nouveaux clients, des anciens clients, des clients fidèles ou des clients qui vont partir. Enfin, c'est vraiment un outil très générique en fait. Alors, et de ces groupes-là, derrière, je pourrais adapter, en fait, si j'ai 4 ou 5 groupes, alors on pourra régler le curseur des groupes, je pourrais adapter, du coup, une fois que j'aurai défini précisément ces groupes grâce au profiling, je pourrais adapter ma communication en conséquence ou mes offres en conséquence. Le profiling ne fabrique pas des groupes, le profiling décrit simplement des groupes qu'on a fabriqués préalablement. Donc là, ici, c'est un profiling sur les petits, moyens, gros, mais les groupes petits, moyens, gros ont été définis préalablement. Voilà, merci de cette précision. Alors, ensuite,
modèle de score d'appétence. Alors, modèle de score d'appétence. Alors, le score, c'est un outil donc, qui est, d'après le sondage qu'on a vu, pas très utilisé par nos auditeurs, mais c'est un outil très très puissant qui est utilisé pour plein de classes de problématiques différentes. Un outil prédictif très puissant qui permet par exemple de mesurer, d'évaluer l'appétence d'un client pour un produit ou une gamme de produits, qui permet de cibler des opérations marketing, qui permet d'identifier des clients qui risquent de ne plus acheter, donc on parle de défidélisation ou d'attrition ou de churn dans les télécoms, etc. Donc c'est un outil prédictif très puissant. Alors ici on voit en fait le résultat d'un modèle de score, c'est-à-dire en fait quels sont les critères qui rentrent dans ce modèle. En fait, un modèle de score, c'est la sélection optimale d'un ensemble de critères qui expliquent un comportement, par exemple, a répondu au mailing ou appétence à un produit, et qui sont pondérés par leur pouvoir explicatif. Donc, tous les critères ne rentrent pas à égalité. Certains sont plus importants que d'autres, donc ils sont ici, voilà, là où vous avez les barres les plus longues, ce sont les critères les plus importants. Alors, à droite, qui interviennent en positif, donc qui sont corrélés positivement à ce qu'on explique, et sur la gauche, à l'inverse, des critères qui interviennent négativement. Donc dans Nullbox, en fait, les modèles de score sont élaborés, comme toutes les analyses, très rapidement, et c'est Nullbox qui va aller choisir les critères, mais aussi qui va aller, on ne voit pas très bien à l'écran, mais identifier des seuils, par exemple la récence de commande. Il va aller rechercher quel est le seuil optimal de récence à prendre en compte. Donc ça n'est pas l'utilisateur qui doit proposer ça à Nullbox, mais c'est Nullbox qui, en analysant en fait tous les critères, va aller proposer à la fois les meilleurs critères et les meilleurs seuils aussi, par exemple. Alors, ensuite, une courbe que j'aime bien, c'est la courbe de Lee, parce que elle est significative, et je crois qu'on a perdu tout le partage d'écran par exemple. Voilà. Donc cette courbe de gain va nous permettre de visualiser relativement rapidement quel est l'apport de mon modèle de score. Vous voyez qu'ici, imaginez, j'ai ciblé une population, vous avez sur l'axe des abscisses la population, et sur l'axe des ordonnées, vous avez les gains. Et si je faisais un tirage aléatoire, eh bien, je serais sur cette courbe oblique ici qui fait que je serais obligé de sélectionner 100% de ma population pour obtenir 100% de mes gains. Bien sûr, si j'avais la boule de cristal et que je savais sélectionner directement en amont de ma campagne les seuls répondants, eh bien, vous voyez, je suis sur la courbe rouge ici qui atteint une asymptote ici, puisque avec une dizaine de pourcents de répondants, je les sélectionnerai directement et j'obtiens le maximum de gains. Eh bien, la courbe de gains ici présente le modèle de score. Vous voyez, c'est cette courbe-là. Alors, plus cette courbe ici se rapproche de la courbe rouge, meilleur est mon modèle. Et donc, le gain, c'est ce que je vais avoir entre cette partie oblique ici et puis cette courbe-là. Donc, si je prends, vous voyez, à 30% de sélection, je vois que si je sélectionne de façon aléatoire, c'est-à-dire tel que la plupart des gens aujourd'hui pratiquent dans leur campagne marketing, eh bien 30% de ma population me rapporte 30% de gains. Par contre, si j'optimise avec mon modèle aujourd'hui de score qui a été calculé, eh bien je passe à 65%. Ça veut dire que je fais plus que de doubler mon rendement. Alors ça, c'est un critère important de retour sur investissement parce que effectivement, on a aujourd'hui la possibilité de montrer la plus-value du data mining au travers de cette courbe de gain. Et en général, lorsqu'un décideur voit cette courbe et qu'on lui explique ce résultat, ça permet de rentrer dans un détail data mining qui, encore une fois aujourd'hui, est relativement accessible. Alors, dernière courbe avant le moteur de recommandation avant de passer à la démonstration du logiciel pour vous montrer que la fluidité de l'outil se fait selon quelques clics. Oui, alors dans Nullbox, on a aussi en termes prédictifs un modèle vous voyez ici sur le menu, un modèle de recommandation. Donc l'objectif étant, lorsqu'on a une large gamme de produits ou une large gamme de familles de produits, de pouvoir, c'est un modèle individuel qui va permettre de proposer à chaque client
un certain nombre de produits qu'on peut paramétrer, bien sûr, parce que beaucoup de choses sont paramétrables dans Notebox, mais on y reviendra par la suite. Donc le nombre de produits pour lequel il est le plus appétant, donc par exemple les 3 meilleurs produits, les 5 meilleurs produits. Et ça, évidemment, ce genre de modèle permet de personnaliser, par exemple, des newsletters ou de la communication ou des campagnes, en fait, tout simplement. Alors Hélène, on va passer à la démonstration. J'ai pas l'onglet. Tu l'as, toi, l'onglet, tu peux basculer, parce que moi, je... oui, pardon, on a perdu l'onglet. Alors, il faut que tu recrées l'onglet de partage d'écran. Oui. Alors, on va répondre à vos différentes questions. Je vais en profiter le temps qu'Hélène... voilà, si, c'est bon. Voilà, parfait. Donc là, tu fais Alt-Tab. Voilà. C'est bon ? Voilà, c'est bon. Voilà, vous avez sur votre écran donc le logiciel Nullbox. Voilà, alors en fait, donc Nullbox, première chose, est une solution qui est connectée à une base de données. Donc on va voir ici des données sources. Donc on est soit directement connecté à une base, soit on va aller importer des fichiers qui seront intégrés dans une base de données. Dès qu'on connecte Nullbox, et c'est la grosse différence avec toutes les autres solutions, on travaille dans Nullbox avec ce qu'on appelle une bibliothèque de critères qui sont définis, qui ne sont pas calculés en fait, qui seront calculés à la volée au fur et à mesure des besoins. Donc dès qu'on connecte Nullbox, on a déjà une bibliothèque qui est créée automatiquement. Et puis ensuite, l'utilisateur aura évidemment la possibilité et l'obligation en fait, puisqu'on fait de l'analyse, donc c'est très spécifique, de créer n'importe quel critère. Alors qu'est-ce qu'on appelle un critère? Par exemple, la récence de commande, l'ancienneté de commande, le chiffre d'affaires des 12 derniers mois, mais ça peut être des choses beaucoup plus exotiques comme voilà, ici, le pourcentage de bouteilles de Bourgogne consommées par mon client, puisque c'est un exemple de site de e-commerce de vin. Voilà, donc, voilà, et cette bibliothèque donc, est itérative, elle va s'enrichir. Dynamique, en fait. Voilà, elle est dynamique, elle va s'enrichir au fur et à mesure des études qu'on va mener. Voilà. Cette bibliothèque alors avec les critères, on a aussi une bibliothèque de population. Une population, c'est un segment de clients, par exemple des clients actifs, voilà, des clients qui consomment du Bourgogne, et ça peut être n'importe quelle population. Et évidemment, là aussi, la bibliothèque de population s'enrichit au fur et à mesure des besoins. Et puis ensuite, eh bien, on va juste voir un début d'analyse. Donc toutes les analyses se trouvent dans la partie gauche, donc des statistiques, des profiling, des typologies, etc. On va voir comment on fabrique une segmentation. Alors, on va partir d'un exemple. Donc on choisit en fait son type d'analyse, donc segmentation. On a juste quelques clics en fait à mettre en œuvre. Deuxième étape, on choisit la population sur laquelle on travaille. Donc ça peut être toute la base de données ou une population qu'on va aller choisir dans la bibliothèque de population et qu'on créera si elle n'existe pas. Étape suivante, alors on choisit la date à laquelle justement la population et tous les critères dont on a besoin vont être calculés, puisque c'est calculé dynamiquement et à la volée dans notre box. Bon, ça peut être la date du jour, mais ça peut être une date dans le passé, voire une date qui n'est pas fixe, mais qui dépend de chaque client, par exemple la date de son premier achat. Étape suivante, on peut avoir ou pas de définir une cible, mais là on est dans une segmentation descriptive, donc on n'a pas de cible. On donne un nom à notre analyse, et puis on va en fait lancer le calcul et donc bâtir notre segmentation pas à pas. Alors on développe. Et pour bâtir une segmentation RFM, on a besoin de choisir des critères. Donc, par exemple, la récence de commande. Donc, je choisis ma récence. Ici, on voit le découpage que nous propose Nullbox, qu'on peut modifier, bien sûr. On n'est pas obligé de conserver ce découpage-là. Donc, inférieur à 12 mois, de 12 à 24 mois, et supérieur à 24 mois. En fait, donc c'est cette récence-là qu'on va analyser. Mais encore une fois, c'est proposé, suggéré par le Nullbox automatiquement, mais on pourrait revenir sur ces critères et simplement les modifier pour dire, ben voilà, je fais moins de 6 mois, de 6 à 12, Absolument, c'est tout à fait, on peut même utiliser ici ce qu'on appelle un découpage Pareto, c'est-à-dire en gros les petits, moyens, gros, voilà, dont on a parlé tout à l'heure. Donc tout ça c'est automatique dans Nullbox. Et une fois qu'on a choisi ce critère, bien, en fait, on va développer le niveau de notre segmentation et on va voir apparaître donc
la totalité de la base découpée en récence de moins de 12 mois, 12-24 et plus 24 mois. Et ici, on a un segment supplémentaire parce qu'on a quelques clients dans cette base qui n'ont pas de récence, donc qui n'ont jamais acheté, en fait, qui sont des prospects finalement. Voilà. Et ensuite, c'est vraiment, on construit la segmentation dynamiquement en se positionnant ensuite sur chaque segment et en refaisant le même process. Et au final, eh bien, on a, par exemple, ce genre de choses, donc une segmentation, voilà, donc qui comporte plusieurs niveaux. Et ensuite, évidemment, chaque segment peut être renommé. Et si on le veut, même après, on pourra aller regarder le profil de chaque segment grâce au profiling. Donc c'est tout à fait dynamique, hein, puisque cette segmentation, une fois qu'elle est créée, on peut ici, en cliquant sur créer un critère, créer en fait un nouveau critère automatiquement dans nos box qui sera ma segmentation. Cette segmentation, je peux ensuite aller la recalculer à différentes périodes. Je peux la recalculer il y a 1 an et voir comment mes clients ont évolué entre les différents segments, etc. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un exemple de la manière dont on travaille avec Knowbox. Donc pas de code, de manière très structurée et simplement en quelques clics. Voilà. Il faut connaître, je dirais, les définitions de base d'une segmentation, d'une typologie, d'un score, etc. Donc c'est accessible pour un marketeur. Absolument. Au sens où oui, voilà, on dit régulièrement. Voilà. Et là, en vert, donc les segments importants pour moi en fonction de... non, en vert, ils ne sont pas... Non, là, c'est juste décoratif. D'accord, c'est décoratif. Bon, d'accord. Voilà, Vous mais on aurait une relation... oui, alors on a aussi, effectivement, on a des segmentations prédictives. Voilà. Je ne suis pas là-dessus. Voilà, ou par exemple, ici, on a des couleurs qui décrivent, on n'a pas beaucoup développé cette segmentation, mais on voit déjà que les segments en rouge sont des segments qui sont très peu appétants voilà. Ici à la consommation de Bourgogne, par exemple. Voilà. On va revenir sur la présentation, donc voilà pour cette petite démonstration du logiciel. Alors la connaissance client par secteur d'activité aujourd'hui, donc dans la banque et l'assurance, on a là ici des gens qui ont un historique. Oui, pardon, je regardais les questions. Alors, oui, alors la connaissance client, alors il y a effectivement des secteurs dans lesquels elle est présente depuis très très longtemps, c'est le secteur des banques et des assurances, où on a des grandes équipes de data miners et qui ont des outils en général traditionnels et qui utilisent à la fois voilà, beaucoup de modèles prédictifs, mais pas uniquement. Prévoyance retraite. Prévoyance retraite, c'est plus récent. Alors, prévoyance retraite, c'est plus récent. Nous, on est effectivement régulièrement interrogés, on travaille régulièrement pour des acteurs de ce secteur qui ont donc, effectivement, comme on démarre, plus des objectifs de connaissance client, en fait, mais assez rapidement aussi, évidemment, de la prévision, c'est-à-dire, j'ai un nouvel adhérent, un nouveau cotisant, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il va continuer à cotiser ou au contraire, est-ce qu'il va s'arrêter, par exemple, dans la retraite? La prédiction, par contre, dans le secteur caritatif? Alors, le secteur caritatif, c'est un secteur qui consomme beaucoup de data mining alors, en mode externalisé, mais là aussi depuis très longtemps, pas uniquement les très grosses associations d'ailleurs, mais aussi des associations de taille plus modeste, parce que c'est critique en fait pour la collecte et pour optimiser aussi les investissements, ce qui est évidemment important pour une association. Donc, dans le caritatif, on va retrouver des segmentations pour bâtir un plan et organiser ces plans marketing, et aussi des modèles prédictifs de réponse, souvent aux campagnes. Dans le retail? Alors le retail, c'est pas mal de connaissances clients, notamment lorsqu'on a beaucoup de gammes de produits, c'est d'arriver à comprendre en fait comment se comportent les clients. Est-ce que ce sont des clients qui sont monogames de produits, multigames, est-ce qu'il y a des occasionnels, des clients très fidèles, quel est le montant d'achat, est-ce qu'ils sont sensibles aux promotions ou aux soldes, etc. Donc là, on a l'objectif, c'est vraiment d'être déjà dans un premier temps de cartographier la clientèle et puis très rapidement évidemment de la segmenter. Alors, on avait de l'analyse, bien sûr, de l'analyse de panier aussi dans la recommandation dans le retail. Oui. Alors, oui aussi, ça dépend des retails, mais oui, bien sûr. Mais ça vient, oui, ça vient dans un deuxième, enfin, ça vient après, en fait. La recommandation, c'est un peu sophistiqué, je dirais. Les télécoms, alors aussi, les télécoms, bien sûr, consomment beaucoup de data mining et surtout des modèles prédictifs, et le plus célèbre d'entre eux, c'est ce qu'on appelle le modèle de churn, c'est-à-dire le modèle d'attrition, mais aussi de plus en plus des modèles de développement de valeur. Donc là, ils sont très bien équipés aussi
Mais bon, certains peuvent utiliser Notebox. Voilà. Et puis le secteur du loisir, de l'hôtellerie, en fait. Alors après, oui, alors il y a plein d'autres secteurs, évidemment. Enfin, dès qu'on a des clients, on a envie de connaître ses clients en général. Donc ça peut être dans le secteur de l'hôtellerie, on en a un peu parlé tout à l'heure, pour identifier des clients qui viennent pour les motifs de loisirs ou de business. Ça peut être comprendre le comportement de consommation de parcs de loisirs ou de centres de vacances, en fait. Là encore, est-ce que ce sont des clients réguliers, pas réguliers, qui viennent en famille, qui viennent avec des amis, etc. Donc, il y a aussi un aspect cartographie et aussi, et ça peut être aussi de recommandations d'ailleurs sur les destinations lorsqu'on est voyagiste, par exemple. Alors, on arrive au terme de ce webinaire. Avant de passer à la session de questions-réponses, on va vous interroger sur les besoins prioritaires que vous auriez pu identifier, que vous avez pu déjà identifier avant même ce webinaire et qu'au travers de ce webinaire, on aurait pu avoir des analyses prédictives, donc ici, de la collecte de données clients pour peut-être enrichir les bases existantes, a priori l'accès aux données RCU Datamart, voilà, l'analyse descriptive. Alors c'est vrai qu'en général, on fait le descriptif avant le prédictif, parce que ça nous aide bien sûr à progresser dans le prédictif. Et peut-être déjà êtes-vous bien outillé sur le descriptif. Alors tout à l'heure, il y avait une question sur les logiciels de data mining, parce que quelqu'un disait, j'ai perdu le... Mais c'est bien d'avoir des logiciels de data mining, encore faut-il savoir s'en servir. Donc j'espère qu'au travers de la démonstration de l'outil Nullbox, oui, vous avez pu voir que les choses évoluent aussi dans ce sens-là, parce que c'était vraiment la vocation, c'est la vocation de Nullbox aujourd'hui que de déléguer cette autonomie aux marketeurs, aux data miners. Oui, absolument. C'est vraiment un très bon outil, je dirais, de transfert de compétences. Et nous, on aide un certain nombre de nos clients justement à monter en compétences et à constituer des départements, enfin des services data en tout cas, de manière à pouvoir analyser leurs données. Donc voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils comme Nullbox qui permettent de démarrer des projets data en fait, et data mining et des projets de connaissance client. Bon, je range le sondage sur le côté. On va conclure sur une toute petite présentation d'Amavis pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on est à la fois éditeur et prestataire de services dans toute la partie qualité de données. Ça, c'est important parce qu'on y mène des opérations de conseil, de diagnostic et de tout ce qui est de la réalisation de prestations correctives et préventives. Et puis, on a des solutions logicielles et des services. Et puis, on intervient sur la deuxième grande branche, la deuxième BU d'Amavis, c'est le référentiel client unique, le CRM et la business intelligence dont on vient de parler ici aujourd'hui. Voilà, donc avec des analyses descriptives et prédictives de parcours client. Voilà, bien sûr, on infogère les bases de données et on a tout un tas de services complémentaires autour. Alors, on est présent sur l'ensemble des différents secteurs parce que tout le monde a besoin de ce data management marketing, hein, que ce soit de la qualité de données, que ce soit de l'hébergement, de l'infogérance, de la création de référentiels client unique, que ce soit d'analyse ou de la gestion de campagne. Donc, on a besoin de ce data management. Je conclus avant la session de questions-réponses sur notre prochain webinaire qui est le 16 juin. Il concerne la prospection téléphonique et la nouvelle législation Blocktel, donc qui impose un certain nombre de contraintes aux annonceurs qui réalisent cette prestation. Donc retrouvez-nous le 16 juin sur cette chaîne. Vous avez la chaîne de webinaire Amavis sur Webikeo. Vous pourrez y retrouver le replay d'ailleurs. On va vous envoyer le diaporama par mail. On vous enverra le diaporama de ce webinaire et on va commencer à répondre aux différentes questions. Alors tout à l'heure, première question de Sylvain qui dit « Avez-vous des exemples d'analyses qui ont donné un résultat que l'on n'attendait pas et qui ont permis d'améliorer les ventes ?» C'est le principe même du data mining. Oui, alors le data mining, oui. Alors, ça permet de confirmer. Alors, soit on tombe sur des résultats qui sont qu'on avait intuitivement imaginés, enfin des choses qu'on. Voilà, mais c'est bien de les
Voilà. Mais c'est bien de les retrouver aussi parce que ça donne confiance. Soit effectivement, ça permet d'identifier des nouveaux critères discriminants ou des nouveaux comportements en fait et qui permettent effectivement d'améliorer les ventes. Par exemple, dans le secteur caritatif, il y a une problématique qui est très présente, c'est de faire passer des donateurs d'un don ponctuel à un don en prélèvement automatique, de manière à les fidéliser, et en général, ça permet d'augmenter également le montant de la collecte annuelle. Alors, c'est vrai on a pu mettre en évidence que alors, il y a plein de modèles de score d'appétence qui sont faits sur l'ensemble des donateurs, mais on a pu mettre en évidence, en analysant le passage au prélèvement automatique, qu'il était préférable de proposer ce passage au prélèvement automatique à des donateurs qui viennent de rentrer, donc c'est le premier ou le deuxième don en tout cas, qui ont une ancienneté très faible. Voilà, donc plutôt qu'une fréquence de dons élevée, etc. Donc oui, et c'est pas forcément intuitif parce que on peut avoir en tête de se dire, oui, j'ai un donateur qui donne régulièrement depuis des années, donc ce serait assez logique qu'il transforme ce don ponctuel mais régulier et relativement fréquent en un don régulier et en termes de prélèvement automatique. Donc oui, on identifie régulièrement en fait des nouvelles, des éléments auxquels on n'aurait pas pensé. Hein. C'est quand même effectivement le principe du data mining. Alors j'ai une autre question de Jean-Michel qui est peut-on interagir, merci Hélène pour cette réponse, peut-on interagir avec Nullbox pour forcer en fait à prendre en compte l'expertise métier de l'utilisateur, c'est-à-dire pondérer les critères d'une certaine façon? Alors j'ai pas dit, mais effectivement Nullbox il peut avoir l'air comme ça d'une solution, on clique et on a un résultat. En fait c'est une solution qui est très facile à utiliser à cause de tout ce cheminement par clic, mais ça n'est pas une boîte noire, et en particulier, c'est pas lui qui nous oblige à prendre des modèles. Donc, il peut proposer un modèle prédictif, par exemple, optimal, mais optimal en termes statistiques, ça veut dire qu'on peut avoir des critères, des variables très proches, et on peut indifféremment en choisir une plutôt que l'autre. Simplement, Nullbox va choisir celle qui est en fait exactement la plus pertinente. Mais évidemment, les modèles se construisent dynamiquement en interagissant avec la machine, et on peut tout à fait demander à Nullbox de choisir telle variable plutôt que telle autre, tel critère plutôt que tel autre, de manière à avoir un modèle qui soit effectivement sur lequel qu'on puisse expliquer, parce qu'il y a plusieurs types d'utilisation. On peut avoir besoin d'un modèle très rapidement fait, en mode automatique quasiment, etc. Et puis on peut aussi avoir besoin d'expliquer les modèles, ou tout simplement besoin de les comprendre, ou on peut avoir aussi besoin pour les mettre en œuvre. Alors, on met en œuvre les modèles directement avec Nullbox, mais on peut aussi récupérer du code pour mettre en œuvre ces modèles dans des data marts en externe, et on peut avoir besoin de privilégier un critère, un champ par rapport à un autre, parce qu'il est plus simple à utiliser. Alors Vincent nous demande si Nullbox intègre le modèle Uplift. Alors Nullbox, alors en fait Nullbox il est organisé autour de différentes fonctionnalités, et on va choisir non pas des modèles, mais en fait on va choisir des fonctionnalités, des problématiques. Est-ce qu'on veut travailler en mode bâtir un modèle prédictif, donc prévoir le chiffre d'affaires de ses clients l'année suivante, prévoir les clients qui ont le plus de chances d'augmenter leur chiffre d'affaires, prévoir les clients qui ont une probabilité de partir, les nouveaux clients qui vont se consolider, donc qui vont passer un deuxième achat, etc. Ou bâtir une segmentation ou un modèle de recommandation, ou travailler sur une typologie. Voilà, donc on travaille on travaille de cette manière-là. En fait. Dans Nullbox, on a accès aussi, bien sûr, en partie, on a accès aux algorithmes qui sont sous-jacents, mais en général, l'approche de Nullbox, c'est une approche plus directe, en fait, plus par rapport aux problématiques. Voilà, plus transparente au sens où je ne rentre pas dans la boîte noire. Oui. Finalement, j'utilise l'outil. Mais on peut y rentrer aussi, mais bon, voilà. En général, les gens l'utilisent. Merci. Alors, Lisiane nous a demandé si ce type d'outil data mining est utilisé dans les organismes de formation. J'ai tendance à dire oui, pourquoi pas. Pas aujourd'hui, mais nous on l'utilise pour, évidemment, on propose des formations, et c'est vrai que c'est un outil qui permet aussi de comprendre comment fonctionne le data mining. Mais
Alors, je ne sais pas, on peut comprendre de deux façons la question de Lisiane. C'est est-ce que les organismes de formation l'utilisent pour leurs propres besoins ou est-ce qu'ils l'utilisent pour faire de la formation autour de, oui, dans alors, le data on n'a mining? pas de clients parmi les organismes de formation pour l'instant. Voilà, mais rien n'empêcherait, puisque oui. en fait, effectivement, un organisme de formation a les mêmes problématiques commerciales. Oui, tout à fait. Pour travailler, enfin, on a effectivement d'ailleurs déjà des projets dans ce domaine-là, mais oui, ça pourrait être identifier les entreprises qui ont le plus de chances de choisir telle ou telle formation, proposer des formations qui sont recommandées finalement quelque part, des formations par rapport aux formations qui ont déjà été choisies. Enfin, évidemment, là, c'est pareil. Dès lors qu'il y a des données, on peut aller explorer les données et voilà, mais tout dépend des problématiques qu'on a, encore une fois. Alors Laurent nous pose une question concernant le B2B. Est-ce qu'il y a des applications dans le B2B en industrie? Alors il y en a certainement. Alors nous, on n'a pas de clients, on ne travaille pas en industrie, on travaille. On travaille sur la partie marketing, donc on travaille avec des... Oui, voilà, c'est ce que j'allais préciser, effectivement, dans l'industrie. C'est notre domaine d'intervention, en fait. On pourrait faire du data mining sur des aspects peut-être... moi, j'ai connu des exemples de data mining, notamment avec les réseaux bayésiens ou ce genre de choses, sur l'analyse de la production, parce que quand il y a trop de rebuts, par exemple, quelles sont les causes des rebuts dans la production, en fait, hein, mais on est moins sur des aspects marketing ici qui nous intéressent. Oui, alors, sauf à distribuer les produits qui sont produits par un industriel, mais oui, il y a plein de problèmes. Enfin, le data mining est largement utilisé dans l'industrie, hein, mais plutôt sur des problématiques de détection de produits défectueux, ce genre de choses, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, c'était peut-être pas tout à fait la question de Laurent, d'ailleurs, sur les applications B2B. Est-ce que c'était vraiment, Laurent, pour des applicatifs marketing ou pour des aspects plus industriels? Parce qu'en fait, dans tous les... Que ce soit, hein, pour préciser de façon plus large, qu'on soit en B2C ou en B2B, on a les mêmes, finalement, les mêmes problématiques, simplement on n'a pas les mêmes données en amont. Donc, mais on utilisera les mêmes algorithmes statistiques. Et ces algorithmes, d'ailleurs... Je crois qu'il y a des problèmes de connexion. Il y a des problèmes de connexion. Est-ce que moi j'ai... écoutez, Adeline, est-ce que tu as des problèmes de connexion? Est-ce que c'est local chez vous? Est-ce que 10h55, non, mais c'est bon. Écoutez, nous, ici, on se... Bon, c'est OK pour vous, merci de vos réponses, parce qu'effectivement, donc c'est peut-être en local pour ceux qui ont des problèmes, Laurent notamment, des problèmes de connexion. Ça vient peut-être de chez vous. Oui, ce que je disais, c'est que le data mining, finalement, c'est qu'on soit en B2B, en B2C, on utilise des algorithmes qui sont connus depuis les années 60 d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de... peut-être... qui ne sont pas forcément mis en œuvre depuis très récemment, mais qui... c'est pas dans les algorithmes aujourd'hui statistiques qu'on a une grande révolution, c'est plus dans le besoin d'une part et dans l'accès aux données et avec des données beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus importantes et beaucoup plus faciles parfois à accéder. Voilà, c'est ce qui fait la différence. Alors, on n'aura pas, bien sûr, les mêmes données en B2B. On est parfois un peu plus pauvre en B2B, quoique... Pas nécessairement, en fait. En B2B, on a souvent beaucoup moins de clients, évidemment, qu'en B2C, mais on peut avoir beaucoup plus de données. Enfin, nous, on travaille en B2B avec certains clients, et en fait, alors on a quelques milliers de clients, par exemple, ce qui peut paraître peu, mais en revanche, on a des commandes journalières ou des commandes hebdomadaires, on a des gammes de produits très très étendues. Voilà, donc on a le nombre de clients est compensé par la volumétrie des données, la fréquence d'achat, par exemple, et il y a énormément de choses à faire en B2B également. Parfait, je vois qu'il y avait une réponse complémentaire pour Vincent de la part de Patrick, merci. Merci Patrick. J'ai loupé une question qui était sur les logiciels open source. Oh, on est moins dans cette dynamique aujourd'hui là de
de parler d'open source ou qui répondent à des problématiques peut-être un peu plus de data scientist ou de data miner? Non, pas vraiment, mais je ne vais pas recommander de logiciels open source parce que j'en utilise pas, puisque voilà, on utilise des outils qu'on développe. Après, je pense qu'il y a pas mal de littérature sur Internet, donc Google il y Google a est des votre très meilleur bons, ami. il y a des outils qui ont très bonne réputation. Donc, voilà, si on est data miner, on peut évidemment utiliser des outils open source. Hein, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste plus long, quoi. Mais Ok, parfait Laurent, merci. Avez-vous d'autres questions? Merci en tout cas pour toutes ces questions que vous nous avez posées. Merci de votre participation. Il est presque midi. On va vous souhaiter bon appétit. Je ne crois pas avoir loupé de questions. Je ne sais pas si tu en as vu d'autres également. Merci Sylvain. Au revoir, à bientôt. Merci. Voilà. Merci à Malice. Hein. Merci Hélène de ta participation. L'image en cliquant, oui, voilà. On ne l'a pas précisé en début, mais effectivement, voilà. Merci Anne, merci Jean-Michel. Merci à vous tous. Donc moi, je vous donne rendez-vous le 16 juin prochain pour le prochain webinaire Data Management, donc sur des aspects législatifs. Et je vous souhaite une bonne semaine d'ici là, et puis je vous dis donc à bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Et à toutes. Bonne journée, au revoir.